1943, 49, 56, plusieurs dates seraient le point de départ de l'intelligence artificielle. Mais quelle que soit sa date de naissance exacte, ce qui est sûr, c'est qu'en 2024, elle a envahi les domaines du commerce, de la finance, de la défense, des transports, de l'industrie et de la santé. Un secteur important et exponentiel puisque le marché de l'IA en santé dans le monde, qui pesait 11 milliards de dollars en 2021, devrait atteindre 188 milliards en 2030. Et concernant l'Hexagone, le chiffre d'affaires est de 28 milliards d'euros. Pas étonnant quand on sait que l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'exercice de la médecine qui a démarré rapidement a été accélérée et généralisée par l'épidémie de Covid. Aujourd'hui, dans quel domaine de la médecine ces nouvelles technologies sont-elles utilisées? Demain, que vont-elles apporter? Ont-elles des limites? Représentent-elles un danger? Le bien du malade sera-t-il préservé? Y a-t-il des craintes à avoir ou au contraire, faut-il se montrer optimiste? C'est en tout cas un optimiste que nous recevons aujourd'hui pour en parler, Jean-Emmanuel Bibaud. Jean-Emmanuel Bibaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes oncologue, radiothérapeute à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris, chercheur en intelligence artificielle appliquée à la médecine à l'INSERM et auteur d'un livre passionnant qui s'appelle 2041, l'Odyssée de la médecine, c'est aux éditions Équateur. Alors, je le disais, vous êtes plutôt un optimiste dans ce domaine. Vous avez écrit « Nous sommes en passe d'inventer des machines qui nous soigneront mieux que nous sommes capables de nous soigner nous-mêmes. Une IA qui soigne mieux que l'humain, c'est pour quand d'après vous ? Dans certains domaines, c'est déjà presque une réalité. Typiquement dans tout ce qui est interprétation de l'image, donc On va y venir tout de radiologie, suite. radiothérapie. Il y a déjà des choses qui sont intéressantes. Je pense que potentiellement, sur des domaines plus complexes comme la chirurgie par exemple, on n'y est pas encore tout à fait. Il va peut-être falloir attendre 10 à 15 ans, mais avec l'accélération qu'on a vécue là depuis 2 ans, c'est difficile d'être très affirmatif. Alors justement, voyons ce qui existe déjà. La précédente révolution qui est connue la médecine, c'est l'imagerie. On oublie ça tellement c'est ancré dans nos soins. Mais le scanner et l'IRM datent des années 80. C'est quand même très récent. Mais ça a complètement bouleversé évidemment les connaissances et les pratiques médicales. Et c'est dans ce domaine effectivement de l'imagerie que l'IA est une aide extraordinaire. En quoi ? En fait, les algorithmes d'IA qui sont utilisés en médecine, ce sont globalement les mêmes qui ont été développés pour faire d'autres choses et avant tout ce qu'on appelle de la reconnaissance d'objets naturels, c'est-à-dire reconnaître sur une image s'il y a un chat ou un chien. Ça, c'est un exemple emblématique qui a quasiment lancé le domaine. Donc tous ces algorithmes qu'on appelle deep learning, donc apprentissage profond, sont aussi très très bons donc pour analyser de l'image et donc ça tombe assez sous le sens que la radiologie soit un des premiers domaines, à tel point d'ailleurs que un des inventeurs entre guillemets du deep learning, qui est Geoff Hinton, qui est un chercheur canadien, qui vient d'avoir le prix Nobel de physique là, de 2024, avait dit en 2017, oui, arrêtons de former des radiologues parce que d'ici 5 ans, on n'en aura plus besoin. Ça, c'est une citation qui est très souvent donnée. Et depuis, il s'est un petit peu ravisé, puisque effectivement, il n'y a pas encore d'IA qui vraiment remplace les radiologues. Et peut-être que finalement, il va falloir attendre encore un petit peu. Est-ce que vous pensez qu'un jour, ça sera vrai ? Je suis pas. C'est difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est que récemment, avec notamment donc, ce qu'on appelle les modèles fondations, c'est-à-dire des modèles qui sont capables de faire beaucoup de choses différentes, entre autres en radiologie, on est en train de voir des IA, des modèles, je veux dire IA à partir de maintenant, modèle c'est la même chose, qui sont capables à la fois d'interpréter des radiologies en 2 dimensions ou alors des imageries en 3 dimensions, donc scanner ou IRM, et de façon toujours de plus en plus fine. À l'inverse, il y a aussi des exemples assez récents, des meilleurs modèles d'OpenAI, qui est une des entreprises, on va dire, leaders dans les IA généralistes, qui, en fait, montrent qu'ils ne sont pas capables de faire des tâches très très simples, comme par exemple compter les doigts d'une main. Donc on a Voilà des qui est signaux, rassurant. voilà, on a des signaux un peu contradictoires. D'une part, des progrès assez impressionnants sur l'interprétation d'imagerie médicale pure, parce que ce sont des IA qui sont faites pour ça. Et d'autre part, des IA généralistes qui sont pas capables des fois de faire des choses très très simples, alors qu'elles font des choses extrêmement complexes par ailleurs. Autre domaine passionnant lié à l'imagerie d'ailleurs, c'est la radiothérapie, un des traitements contre les cancers. En quoi l'IA est une aide ? Alors la radiothérapie, ça a toujours été une discipline médicale qui a été digitalisée, entre guillemets. C'est-à-dire que depuis les années 90 et jusqu'à maintenant, tous les traitements que l'on fait sont calculés sur ordinateur, c'est-à-dire préparés sur ordinateur, et ensuite délivrés grâce à des ordinateurs et à des machines. Et donc toute cette masse de données peut être utilisée pour entraîner des modèles, justement d'IA, pour faire ça automatiquement. Alors l'idée, c'est de gagner en productivité, entre guillemets,
Mais il y a aussi un piège derrière ça, c'est que je pense que le développement de l'IA en médecine ne doit pas se concentrer que sur la productivité. Il doit aussi se concentrer sur la qualité. Et donc typiquement en radiothérapie, ça veut dire quoi? Ça veut dire la capacité de faire des préparations de traitement, c'est-à-dire des calculs automatiques en quelques minutes au lieu de quelques heures. En quelques minutes par l'IA, quelques heures Voilà, par le radiothérapeute, c'est ça? exactement. Et donc là, ça, c'est déjà implémenté dans à peu près 50% des centres en France de radiothérapie, donc c'est déjà une réalité, hein. Ça veut dire que demain, si vous avez malheureusement besoin de ce type de traitement-là, il y a une chance sur deux qu'il y ait de l'IA dans le traitement qui est fait. C'est vrai pour le cancer de la prostate, on l'a montré pour tous les cancers? C'est vrai pour tous les cancers, puisque, par exemple, on a des algorithmes qui font ce qu'on appelle le contourage automatique, c'est-à-dire déterminer sur un scanner en 3 dimensions les zones qu'on va traiter, ou les zones qu'on va plutôt épargner. Donc ça, c'est déjà vrai. Et c'est Heu, prouvé scientifiquement l'intérêt de oui, ça? l'intérêt et la qualité des contours qui sont réalisés, sont, comment dire, évalués et certifiés. La chose très importante à comprendre, c'est que derrière cette automatisation partielle, il y a une notion de ce qu'on appellerait une sorte de garantie humaine, c'est-à-dire que les médecins revérifient systématiquement l'ensemble des contours qui ont été faits par la machine pour s'assurer que leur qualité correspond à ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Donc pour l'instant, c'est ce qui est fait, d'ailleurs c'est ce qui est recommandé, et d'ailleurs avec l'AI Act et le droit français, les patients doivent être informés s'il y a de l'IA ou pas à un moment donné de leur prise en charge. Ça, c'est l'actuel. Mais c'est vrai qu'avec le temps qui passe, avec les performances, est-ce qu'on va continuer à vérifier la qualité de ces contourages? C'est pas une évidence totale. Et si on ne le fait plus, il y a aussi un risque que les plus jeunes ne sachent plus non plus faire ce contourage-là. Je prends l'exemple du contourage Mmh. parce que c'est simple à comprendre, mais c'est valable dans tous les domaines de la médecine. Et du coup, si les plus jeunes, on ne leur apprend plus, bah, ils sauront plus le faire et eux-mêmes ne pourront plus vérifier ce que fait la machine et ne pourront plus enseigner certaines choses les plus basiques de la Ça médecine. va donc très vite, il faut réfléchir effectivement à ça. Alors c'est très difficile parce que ça va très vite et j'aurais presque envie de dire qu'il y a une vraie urgence au niveau de la formation On et va de en la parler de la réflexion formation sur ça. des jeunes. Pour rester dans votre domaine, celui de la cancérologie, est-ce qu'il y a d'autres, applications prouvées scientifiquement? On parle notamment d'améliorer le diagnostic du cancer de la peau grâce à une application. Oui, alors il y a ça, ça date déjà d'il y a un certain temps, 2017 à peu près, avec une équipe de Stanford qui avait mis au point un algorithme capable de reconnaître les lésions cutanées, parmi lesquelles les mélanomes. Et donc qui avait fait l'objet d'une très grosse publication dans un grand journal scientifique qui s'appelle Nature. Ça a été répliqué par de nombreuses équipes avec avec une petite limite, c'est que, il faut être particulièrement vigilant aux données qui ont été utilisées pour créer cette IA. Pourquoi? Parce que si vous vous servez de cette IA-là, par exemple, pour dépister des lésions cutanées sur des peaux qui ne sont pas des peaux blanches, eh bien ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a eu presque que des peaux blanches utilisées dans l'entraînement de cette Ah, IA-là. on n'avait pas intégré cette notion? Voilà. Et D'accord. donc, si on n'est pas certain que la population d'utilisation de l'IA n'est pas parfaitement alignée avec la population d'entraînement qui a servi à créer l'IA, on va au-devant de problèmes dont on ne pourrait pas forcément se rendre compte. Donc ça, c'est un exemple Mmh. emblématique qui est très souvent discuté. Et en fait, dans chacun de ces domaines-là d'application de l'IA, il y a ce genre de petits pièges, entre guillemets, auxquels il faut être particulièrement vigilant. Allons un peu plus loin, l'intelligence artificielle pourrait permettre de prédire l'apparition de certains cancers et donc de mieux soigner ces cancers? Oui, alors ça, c'est le deuxième domaine d'application de l'IA. Là, on a parlé surtout des domaines, on va dire, de ce que savent faire les médecins. Mmh. Et donc c'est un domaine où on peut effectivement garantir de façon humaine, donc faire une garantie humaine de résultats. Et le deuxième domaine qui, à mon sens, est peut-être encore plus intéressant ou vertigineux, c'est effectivement le fait de faire ce que les humains ne sauront pas jamais faire. Typiquement, vous pouvez demander au meilleur expert du cancer de la prostate si un patient va développer un cancer de la prostate ou alors si jamais il en a un malheureusement, s'il va en guérir. Il va vous donner une approximation un peu intuitive, mais ça sera jamais quelque chose de très très précis ou exact. Et il faut dire, c'est une question très importante, hein, quand on trouve par exemple une petite lésion d'un cancer du sein, on ne sait pas s'il faut faire tout le gros traitement. Est-ce que ça va évoluer vers un cancer grave ou pas? On ne le sait pas aujourd'hui. C'est exactement ça, ouais. Il y a tout le problème de ce qu'on appelle le surdiagnostic, et c'est la même chose dans le cancer de la prostate. Vous savez qu'en France, il y a une assez large part de surdiagnostic. C'est quoi le surdiagnostic? C'est le fait que l'on va diagnostiquer une maladie, on va faire beaucoup d'examens pour la caractériser, puis ensuite on va faire des traitements qui eux-mêmes ont beaucoup d'effets secondaires,
parfois pour des maladies qui en fait, n'auraient jamais, parlé cliniquement. Mais on C'est-à-dire le qui sait pas n'auraient ça. voilà et ça on le sait pas et donc ça l'IA, il commence à y avoir des algorithmes qui permettent de prédire, par exemple 10 ans à l'avance si, le patient va entre guillemets «souffrir» de son cancer de prostate. On avait travaillé, sur ça avec, Stanford quand j'y étais. Et donc il y a ça, il y a sur le cancer colorectal qui est un vrai enjeu actuel de santé publique puisqu'il y a de plus en plus de jeunes qui ont des cancers colorectaux. Savoir aussi, comment faire pour, les dépister, toutes ces choses-là, c'est vraiment, des thématiques où l'IA va avoir un rôle à jouer dans les années qui viennent, ouais. Et le développement du coup de thérapeutiques, très personnalisées, de cette médecine ultra personnalisée en cancérologie, l'IA peut apporter ça? Oui, alors sur le développement thérapeutique, il y a deux niveaux, on va dire. D'abord, le premier niveau, c'est sur tout ce qui est, découverte de nouveaux médicaments. Il y a énormément d'applications de l'IA sur ça, et c'est plutôt aux phases, on va dire, de l'industrie pharmaceutique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour, trouver un nouveau médicament pour adresser une maladie, par exemple, rare ou une maladie difficile à traiter. Donc ça, c'est le premier domaine où il y a énormément d'investissements qui sont réalisés. Il y a Google, par exemple, qui avait fait, un algorithme très connu qui s'appelle, AlphaFold, qui en fait est capable de prédire à l'avance la conformation des protéines. Donc ça, c'était une vraie révolution très, très importante et une fois de plus qui a remporté un prix Nobel cette année, le prix Nobel de chimie. Et puis il y a un deuxième niveau sur l'optimisation des soins, ce qui rejoint un peu ce qu'on a dit sur la prédiction. Et ça, c'est pas au niveau de l'industrie pharmaceutique, mais c'est au niveau des médecins, on va dire des systèmes, des parcours de soins. C'est le fait de pouvoir définir à l'avance l'évolution d'une maladie pour eh bien, ensuite choisir le bon médicament qui va permettre entre guillemets, de guérir le patient, par On va exemple. parler dans un instant de ça, effectivement, du médecin vraiment praticien qui suit son patient. Un mot sur la chirurgie. Les robots qui aident le chirurgien, ça existe maintenant depuis plusieurs années. L'intérêt est prouvé pour différentes chirurgies. Est-ce qu'un jour, un robot pourra opérer seul, sans chirurgien, sans anesthésiste, sans infirmière de bloc? Alors moi, je pense que oui. Je m'avance un peu en disant ça, je pense que je vais peut-être, faire un peu peur à certains. Hem, Certains chirurgiens, ouais, sûrement. ouais, Les patients, je peut-être, ne sais un pas. peu les 2 peut-être. En fait, on a déjà effectivement les robots qui sont actuellement, en fait, des machines qui sont pilotées à distance, enfin plus ou moins à distance par les chirurgiens. Ce qu'il nous manquerait pour faire des interventions chirurgicales entièrement automatiques, ça serait entre guillemets «le cerveau automatique» capable de piloter ces machines-là. On a déjà des travaux, donc une fois plus, faits à Stanford qui, par exemple, montrent que l'on peut entraîner une IA à reconnaître, les instruments chirurgicaux sur des vidéos en temps réel, donc pas sur des photos, hein, sur des vidéos et donc c'est un peu la première étape. C'est-à-dire que si on apprend à une machine à reconnaître des instruments chirurgicaux, prochaine étape, ça va être de lui apprendre à les bouger et donc à faire potentiellement des interventions. Donc moi je pense que, d'ici, peut-être 10 à 15 ans, une fois de plus, il n'est pas complètement impossible que pour les opérations chirurgicales les plus simples, on ait, une automatisation. Alors je ne sais pas si c'est souhaitable ou si, c'est, quelque chose que les patients seraient prêts à faire, mais il Aujourd'hui, y a les patients réagissent comment quand c'est un robot qui opère avec le chirurgien, bien sûr? je pense qu'actuellement, il y a clairement, une appétence pour ça, parce qu'il reste fortement le facteur humain qui est derrière. Je ne sais pas trop ce qui se passera si on commence à proposer des interventions totalement, automatiques. Le vrai dilemme, c'est lorsque vous aurez, et j'en avais déjà parlé, des machines qui font j'invente un peu, hein, mais qui font par exemple 95 d'efficacité pour la chirurgie, taux de guérison, imaginons, versus un humain qui fait 85. Là, il y aura un dilemme. Qu'est-ce qu'on va faire, si tant est qu'on puisse documenter ce chiffre, hein, mais si on y arrive, qu'est-ce qu'on choisira entre les 2? Alors, on l'a dit, hein, aide au diagnostic, prévention, nouvelles molécules thérapeutiques, l'IA apporte aux patients sécurité et innovation. Qu'en est-il pour les médecins? On en parle tout de suite. Carnet de santé consacré donc à l'intelligence artificielle en médecine, ses apports, ses risques, avec Jean-Emmanuel Bibot, oncologue, radiothérapeute à l'hôpital européen Georges Pompidou, chercheur en intelligence artificielle appliquée à la médecine à l'INSERM. Alors on l'a dit, hein, l'IA permet d'aider le médecin pour le diagnostic. Vous avez commencé à l'évoquer. Pour choisir le traitement, prescrire et suivre ses patients, là aussi, il y a la place pour l'IA? Oui, il y a beaucoup de développements qui sont, en cours là-dessus. Nous, on a créé une start-up d'ailleurs qui permet de, par exemple, automatiser partiellement les consultations médicales. Alors pas totalement évidemment, hein, mais l'idée c'est que, les consultations médicales sont par exemple très courtes,
20 minutes en moyenne en cancérologie. Et donc, on a très, très peu de temps pour faire l'histoire de la maladie, les antécédents, les symptômes, alors que c'est vraiment ça qui fait la définition après du traitement qu'on va faire. Et donc, ce genre de captation des données médicales, on peut le faire par de l'IA. Donc, ça, c'est un premier exemple. Il y a évidemment, par exemple, d'autres startups comme Nabla ou Doctolib qui font des scribes, c'est-à-dire des IA qui écoutent la consultation et qui vont vous générer un compte-rendu médical. Donc, le médecin n'a plus besoin de taper, n'est plus devant son ordinateur. Et puis, on a encore d'autres startups qui proposent de faire de la personnalisation des médicaments qu'il faut prescrire en fonction des prédictions de l'évolution de la maladie. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Donc, effectivement, à chacune des étapes des consultations et des prises en charge médicales pures, pratiques, vraiment pratico-pratiques, on a aussi de l'IA qui va arriver. Et paradoxalement, c'est sur ces étapes-là que peut-être, dans certains domaines, on est les plus avancés. Pendant le Covid, on l'a vu, hein, la télémédecine, les téléconsultations se sont vraiment multipliées. Est-ce que de continuer cela, ça permet vraiment de lutter contre les déserts médicaux et vraiment d'étendre pour les patients l'accès à tous les services de santé? Alors ça, c'est à mon avis une vraie réflexion politique à avoir parce que, et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, très souvent le développement de l'IA se fait sur une thématique de productivité. Et donc lorsque on a un décideur ou un financeur, on serait tenté par exemple, former ou recruter moins de personnel médical puisqu'on a de l'IA. Et je pense que ça serait une grave erreur de faire ça. Je pense qu'il faut profiter de l'IA au contraire pour améliorer le système qu'on a, qui Parce qu'en malheureusement. fait, finalement, de manière paradoxale, ça pourrait presque augmenter le risque d'inégalité pour les patients. C'est un peu ça que je veux dire, ouais. D'accord. C'est-à-dire que si on n'y prend pas garde, potentiellement, si on n'organise pas les choses, il pourrait y avoir des endroits où il y a beaucoup d'IA, beaucoup de médecins et donc de la meilleure médecine, des endroits où il y a beaucoup d'IA, moins de médecins et donc une sorte de choses un peu moins optimales, puis des endroits où il n'y a rien du tout. Donc je crois qu'il faut être assez vigilant à ça. Il y a un exemple dont on peut peut-être éviter les écueils, c'est par exemple la distribution territoriale des IRM ou des scanners. On sait que c'est très hétérogène en Mmh. fonction de l'endroit où on habite en France. Et donc je pense qu'il y a une vraie décision politique à prendre pour optimiser cette répartition de l'IA. Et alors donc pour répondre sur le désert médical, il va y avoir une question qui va se poser. Ça va être, qu'est-ce qu'on fait si on a le choix entre rien du tout ou une IA? Est-ce qu'il faut aller là-dedans? J'ai pas la réponse très honnêtement. J'aurais tendance à dire qu'il faudrait pas qu'il y ait rien du tout nulle part. Donc il faudrait quand même avoir de toute façon de l'humain partout, augmenté par de l'IA, mais difficilement de l'IA toute seule. On revient aux médecins, l'IA les aide, on l'a vu dans de nombreux domaines. Est-ce qu'ils sont aujourd'hui, les jeunes médecins, formés pour bien s'en servir? Est-ce qu'il faut modifier les études de médecine? Parce qu'il n'est pas question d'aller rejeter ces progrès, on est d'accord, hein? Ouais, alors ça c'est aussi effectivement quelque chose dont on parle régulièrement dans les facultés, la faculté Université Paris-Cité où je suis professeur. C'est une réflexion qu'on a. On a créé déjà des formations qui sont des diplômes universitaires, donc ça veut dire des formations qui ne sont pas obligatoires. Mais moi j'ai la conviction qu'on devrait au moins enseigner, on va dire, un socle à l'ensemble des étudiants en médecine. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils vont sortir de leurs études, par exemple dans 5 ou 10 ans, ils vont être dans un monde entièrement entouré d'IA à tous les étages. Et donc s'ils n'ont pas les outils, on va dire, au moins critiques pour savoir comment les utiliser, savoir leurs limites. Ça, c'est très important. Ne pas avoir de naïveté ou de candeur par rapport à leurs résultats. Parce qu'une fois de plus, je suis optimiste, mais je ne suis pas naïf non plus Oui. sur tout ça. Et on va au-devant, à mon avis, de problèmes potentiels. Et typiquement même de perte de chance pour certains patients si on se sert d'outils qui ne sont pas bien validés, pas bien certifiés, ou alors si on s'en sert mal. Il y a pas mal d'études qui montrent que quand on se sert mal de certains algorithmes, en fait, on fait moins bien que l'algorithme seul aussi. Donc il y a vraiment quasiment une urgence, en fait, je pense, à former les jeunes médecins là-dessus. Et est-ce que vous n'avez pas, la crainte aussi éventuelle que du coup les médecins, futurs médecins soient peut-être moins humains parce qu'ils seront un peu plus techniques aussi? Alors ça aussi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut anticiper et qu'il faut organiser. On a dit, enfin, vous avez dit tout à l'heure effectivement que depuis les années 90, il y avait eu le développement de l'imagerie médicale et je pense que ce moment-là correspond notamment à une très forte déshumanisation de la médecine. On l'entend, les patients ont ressenti cette forte déshumanisation et moi je milite ou je pense que l'IA est une opportunité pour réhumaniser justement. Typiquement, l'exemple dont je parlais tout à l'heure sur la consultation, si on a des IA qui permettent de récolter plus facilement certaines informations, et ben, ça va libérer du temps pour justement faire plus d'humain dans la consultation médicale. Se concentrer sur la solution, qu'elle soit médicale ou sociale ou humaine pure.
Et donc, je pense que si on a cette stratégie un peu d'anticipation sur la définition de ce qu'on veut faire, on devrait faire des choses mieux que ce qu'on fait actuellement. Mais clairement, il y a ce gros risque qu'on aille de plus en plus vers la déshumanisation si on n'y prend pas garde et qu'effectivement, à la fin, ça soit pas pour le bénéfice du patient. Alors comment valider l'apport de l'IA, sa fiabilité et comment protéger toutes les données qu'elle utilise? On en parle tout de suite. Carnet de santé consacré à l'IA, intelligence artificielle en médecine, ses apports, ses risques, avec Jean-Emmanuel Bibaud, oncologue, radiothérapeute à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Une émission préparée par Anne-Claire Bazin, réalisée par Thomas Jost, avec à la technique Jean Guillain. On me jette des regards noirs en face. Jean Guillain Meige et Félix Delacour à la vidéo, excusez-moi. La fiabilité de l'IA, aujourd'hui, on sait qu'elle passe les examens médicaux mieux que les candidats. Oui, alors en fait, effectivement ça, on a beaucoup vu ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, par exemple, ce type d'évaluation est assez décrié parce que ce type d'IA sont souvent elles-mêmes entraînées sur ces examens médicaux. Et en fait, ce n'est pas un vrai reflet, on va dire, non biaisé de leur vraie performance. Donc, ces genres de résultats sont quand même à prendre avec des pincettes, entre guillemets. C'est D'accord. un résultat qu'il y a eu, par exemple, GPT-4, qui est un des modèles généralistes dont tout le monde se sert actuellement. Ouais. Est-ce qu'on a constaté que l'IA s'était déjà trompée pour certains diagnostics? Et en même temps, ça ne serait pas illogique puisque ce sont des humains qui rentrent les données pour faire les algorithmes utilisés. Mais est-ce qu'on a déjà constaté ces fautes? Alors clairement, l'IA n'est pas infaillible. Dans toutes les publications, il y a un pourcentage non négligeable d'erreurs, évidemment. Toute la question, c'est est-ce que ce pourcentage d'erreurs est inférieur à une performance humaine, entre guillemets, si tant est qu'on puisse le montrer. Et puis derrière, toute la question, c'est aussi est-ce que ce pourcentage d'erreurs est acceptable pour la société, quoi. Moi, j'ai l'impression, peut-être parfois de façon un peu irrationnelle, que l'on va avoir tendance à accepter plus une erreur médicale humaine qu'une erreur médicale automatique. Quand bien même, il y en aurait moins que des erreurs médicales humaines. Donc il y a un travail aussi d'information et d'explication là-dessus et de réflexion quasi philosophique sur ce qu'on est prêt à accepter des machines ou pas sur le plan de la médecine. Mais clairement, oui, ça c'est un point à avoir en tête et c'est ce que je disais tout à l'heure de ne pas être naïf. Les IA, les modèles font des erreurs, c'est absolument indéniable. Donc c'est difficile d'ailleurs de définir les méthodologies pour les certifier de façon rigoureuse. S'il y a une erreur, qui est responsable? C'est l'IA, c'est le médecin, c'est l'informaticien? Alors, on peut en revenir pour répondre à cette question-là sur, on va dire, les deux grands types d'IA. Premier type d'IA, c'est les IA qui font ce que les humains savent faire. Ces types d'IA-là peuvent bénéficier donc de ce qu'on appelle la garantie humaine, c'est-à-dire que les humains vont vérifier a posteriori, avant de servir de résultat pour faire une prise en charge, ce qu'a dit l'IA pour voir si ça correspond à ce qu'il pense. Et donc, je pense que dans ce cas-là, la main reste, en tout cas pour l'instant, toujours aux humains, et donc la responsabilité reste aussi aux humains, globalement. Pour le deuxième type d'IA, qui font ce que les humains ne savent pas faire et ne sauront jamais faire, c'est plus difficile. Parce que moi, par exemple, je ne peux pas garantir ce que je ne sais pas faire. C'est-à-dire que je peux regarder si c'est à peu près convenable et compatible avec mon intuition médicale ou mon savoir médical, mais ça ne va pas aller beaucoup plus loin que ça. Et donc là, la question est beaucoup plus complexe et probablement que la responsabilité serait partagée entre l'humain, l'éditeur de la solution et l'hôpital qui l'a acheté potentiellement. Donc le cadre juridique n'est pas parfaitement clair sur cette question-là. Et pour vous complexifier un tout petit peu encore les choses, il y a des études auxquelles je faisais référence tout à l'heure qui sont sorties récemment, qui ont comparé les performances diagnostiques de médecins humains versus une machine seule versus une machine plus un humain, ou alors plutôt un humain plus une machine, et qui ont montré qu'en fait, la machine seule fait mieux que l'humain plus la machine, qui eux-mêmes fait mieux que l'humain tout seul. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'humain, qui n'a pas toujours confiance dans ce que dit la machine, va avoir tendance à changer son diagnostic, quand bien même la machine avait le bon diagnostic. Donc vous voyez que l'évaluation de tout ça est très complexe parce que la majorité des publications qui ont été faites pour l'instant, elles montrent les performances d'une machine seule. Mais ce n'est pas suffisant. Il va falloir montrer les performances de systèmes complets, c'est-à-dire avec son utilisateur qui est faillible, qui est l'humain, le médecin lui-même. Mais une machine seule fait vraiment l'avocat du diable. Concernant par exemple le traitement, je l'ai dit, c'est des humains qui rentrent pour l'instant les données pour faire des algorithmes. Qu'est-ce qui empêche qu'un humain puisse rentrer par exemple pour le traitement du cancer du sein, puisque ça circule sur Internet, que les plantes sont très utiles pour traiter le cancer du sein à la place de la chimiothérapie.
Comment la machine va dire « Ah non, mais ça, c'est n'importe quoi ». La machine, nativement, elle n'en a aucune idée, hein. Effectivement, tout dépend du type de données, de la qualité des données. Actuellement, clairement, les modèles sont, heureusement développés avec des qualités, on va dire des données qui sont, rigoureuses, en tout cas sur le plan scientifique, pas toujours de très bonne qualité, mais en tout cas pas fausses. Clairement, la question que vous posez, en fait, c'est la question de la manipulation potentielle des systèmes Mmh. automatiques qui sont, potentiellement liés à l'IA et ça va dans cette direction. Un des risques, c'est celui-ci, mais il y a bien d'autres risques qui sont parfois plus difficiles à évaluer. Je peux vous donner un Mmh. exemple en 1 minute. On a, notamment ce qu'on appelle les attaques adversarielles. Vous savez qu'une IA, par exemple, est capable d'interpréter donc une radio de thorax de face. Mais en fait, on peut, incruster dans cette image-là une image invisible à l'œil humain, mais qui peut complètement changer le diagnostic donné par une IA automatique. Et donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on peut manipuler des systèmes de façon invisible à l'œil, médical, mais de façon très puissante. Ça veut dire que si vous n'êtes pas certain de la qualité des données, de qui l'a généré et de qui l'a manipulé jusqu'à son utilisation finale, et ben en fait, vous pourriez utiliser une IA, faire totalement n'importe quoi, sans que personne ne s'en rende compte du tout. Donc il y a vraiment des réflexions à avoir aussi sur ce qu'on appelle le pipeline de l'utilisation de ces données-là. Je voudrais quand même qu'on finisse en parlant de l'humain. Déjà, est-ce qu'il y a un domaine où l'intelligence artificielle, en santé bien sûr, ne pourra jamais remplacer l'être humain? Alors, on a tendance habituellement à dire que, toujours pour reprendre l'exemple de la consultation médicale, l'IA n'aura jamais l'empathie, par exemple, humaine et malheureusement, c'est aussi un dogme qui a été partiellement, pas complètement, mais partiellement un peu remis en cause dans une grosse publication, dans un grand journal américain. Qui montre que l'IA pourrait être capable Voilà, d'empathie. de simuler plutôt Mais ça veut dire d'empathie. quoi? En fait, ils ont comparé des réponses, données à des questions médicales, par des médecins versus, un modèle, donc un LLM, c'est-à-dire un ChatGPT pour, ne pas le citer et ils ont demandé à des humains patients et des médecins d'évaluer la qualité de l'empathie donnée dans les réponses et en fait, en aveugle, ils ne savaient pas si c'était des humains ou l'IA et donc le groupe d'évaluation qui contient des médecins aussi, a préféré l'empathie dans les réponses de la machine. Avec la limite, ceci dit, hein, quand même très importante, c'est que ce sont des réponses écrites. Quand on fait une consultation, on est dans un dialogue oral, on n'est pas en train d'écrire face à face. Mais ça veut déjà dire que ChatGPT, si vous en avez déjà servi, en fait, il ne va jamais vous contredire. Il va toujours être gentil avec vous. Il va toujours aller dans votre sens. Si vous lui posez 15 fois la même question, il va toujours chercher à vous réexpliquer les choses. Parfois, quand on voit son médecin, il n'a pas forcément cette patience et donc je pense que c'est aussi quelque part un petit warning pour les médecins humains. Il va falloir qu'on cherche aussi nous-mêmes à nous améliorer parce qu'en face, il y a une concurrence de l'automatisme, y compris sur l'empathie, qui va se faire. Et l'IA, j'imagine bien, pourrait écouter un cœur et en tirer des conclusions, écouter des poumons. L'IA peut pas aller palper un foie. Non, mais dans l'absolu, enfin, pour le coup, il n'y a pas d'études de ce type-là, mais on peut, notamment avec les progrès robotiques qui sont fulgurants, hein, on n'a pas parlé, mais sur les derniers mois, il y a eu des progrès majeurs en robotique humanoïde. On pourrait imaginer certains capteurs qui, même, mesurent, on va dire la rigidité ou ce que vous voulez du foie. Donc on pourrait faire des choses dans l'absolu presque encore mieux qu'un médecin humain une fois de plus. Je ne dis pas que c'est bien. Je dis simplement qu'on a des capteurs, on a des méthodes qui pourraient le faire. Mais vous restez optimiste. Je reste optimiste parce que je pense qu'il faut qu'on ait l'intelligence d'exploiter ces outils-là comme on a exploité l'imagerie médicale. Et donc, ce que je dis un peu souvent de façon triviale, mais l'IA, il faut qu'on la voie un peu comme le stéthoscope du XXIe siècle, c'est-à-dire un outil parmi d'autres qu'il ne faut ni rejeter ni utiliser de façon exclusive. Merci infiniment pour toutes ces explications. J'engage vraiment tout le monde à lire votre livre 2041, l'Odyssée de la médecine aux éditions Équateur. Et puis votre prochain livre qui va sortir le 15 janvier, Cancer Confidential. C'est à peu près ça, l'histoire du cancer, mon anglais est remarquable. Des secrets d'hier aux révolutions de demain, toujours aux éditions Équateur. Merci. Dans la prochaine émission, on parlera d'une communauté vivante constituée de milliards de bactéries qui forment un organe, le microbiote intestinal. On parlera de sa découverte, de son rôle et on essaiera de comprendre les liens entre ces déséquilibres et certaines pathologies. On parlera aussi transplantation fécale, un geste vraiment plein d'avenir. Pour en parler, le professeur Harry Sokol, qui est gastro-entérologue.